Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de Chef. Un épisode qui nous emmène dans un temple de la gastronomie niché au cœur de l'Alsace, dans le village de Kaysersberg. Vous le savez, c'est ici qu'on trouve Olivier Nasty. Voilà un moment que je voulais découvrir son univers et venir au Champ-Bar, et ce, pour plusieurs raisons. Commençons par les plus évidentes. La table d'un chef qui porte un col bleu, blanc, rouge et affiche 2 étoiles Michelin nourrit forcément une petite curiosité, mais j'ai souvent entendu à son propos des récits qui m'emmenaient en forêt, à la chasse. Car c'est une caractéristique du chef et le trait de sa cuisine ici. On fait la part belle au gibier et ce, quelle que soit la saison d'ailleurs. Je dis ça car justement, il n'y a pas de saison pour découvrir la cuisine d'Olivier Nasty. Et qu'on parle d'un cerf ou d'un poisson, il faut y aller sans hésitation. Le Champ-Bar, c'est devenu une institution, un endroit d'hospitalité adossé à la colline, une sorte d'écrin de réconfort dans ce village qu'on dirait dessiné par un créatif de chez Disney. Tout y est beau, c'est un décor de ciné et, autour de sa table, Olivier Nasty a ouvert une Weinstube, sorte de bistrot typique alsacien, une boulangerie formidable et une chocolaterie qui mérite à elle seule le voyage. Il ouvrira dans quelque temps une boucherie, mais on en parlera plus tard. Bref, Olivier Nasty est à Kaysersberg, chez lui, et ils ont de la chance, les voisins, de pouvoir disposer ainsi de plusieurs entrées pour découvrir son univers. Alors, on a parlé de chasse, et si vous n'aimez pas l'idée, eh bien restez, car vous allez entendre la vision du chef et la manière dont il traduit la discipline dans sa cuisine. Moi, je suis pas contre, mais sur le papier, je suis plutôt pour qu'on laisse les animaux tranquilles. Mais là, pour l'avoir écouté, pour avoir goûté aussi, je vais pas vous mentir, j'ai juste envie d'y retourner. Tiens, je vous ai pas déjà parlé de ce tartare de cerf, caviar et de ce glaçon de gin ? De cette tombe aussi, car on n'oublie pas les lacs, chevalier immergé dans une cire d'abeille chaude qui va le cuire, refroidir, durcir, avant de libérer sous nos yeux le poisson parfait qui n'attend que les mains du maître, ses sauces ou ses condiments. Anguille dressée comme jamais, poulard de jus d'escargot. Ici, on est dans une maison qui sait vous prendre par l'épaule et vous emmener dans les pas du cuisinier. Car ce qui frappe, c'est de voir à quel point on atteint le niveau d'une cuisine technique, sans faille, sans perdre une once de personnalité. On est là dans une maison incarnée. On sait, on sent le geste. Ici, il y a quelque chose à exprimer. Moi, c'est David Ordonneau et vous le savez, niveau expression, c'est au chef que je cède la place. C'est d'ailleurs pour ça que ce podcast est ainsi sobrement nommé, pour que des Olivier Nasty viennent un jour s'asseoir face à moi dans une salle garnie de trophées. Massacre, dit-on aussi parfois, histoire, en tout cas, suspendues les unes à côté des autres. Vous allez découvrir un chef dont le regard simple et bienveillant accompagne un tempérament exigeant, rigueur d'un jeune garçon depuis toujours travailleur, observateur et débrouillard qui allie la clarté d'une vision à l'intelligence d'une main remarquable. Je pourrais continuer longtemps car il fait partie des rares capables d'émouvoir. Il y a quelques mois donc, je suis allé au Champ-Bar et depuis, je me demande si j'en suis vraiment parti. Voici l'histoire d'Olivier Nasty. Mon rêve de gamin, c'était de gamin cuisinier. C'était de devenir meilleur ouvrier de France et puis d'avoir une maison un peu comme celle-ci, familiale, professionnelle en même temps, là où on peut s'exprimer, et puis d'avoir une hôtellerie adossée à ce restaurant pour pouvoir accueillir des clients. Je pense qu'une hôtellerie vous permet de raconter une histoire à votre client parce que vous le gardez à vos côtés un moment et donc voilà, ma maison. Je dirais tout simplement ma maison parce que ça veut dire beaucoup de choses. Vous avez réalisé votre rêve, c'est la fin de l'interview en fait, on sait. Presque, ouais. Je dis je, mais ma femme que vous avez croisée, qui est très très discrète, qui est la maîtresse de maison, c'est une vraie maîtresse de maison, quoi. Oui, voilà, tout est co-signé ici d'ailleurs. Son nom et son prénom est adjoint au vôtre quand on vit cette expérience ici. Mais vraiment,
elle se met jamais en avant, elle aime pas ça, mais par contre, vous la voyez à 1h ou 2h du matin, encore en train de faire une décor, en train de faire une fleur, en train de ci, de ça. C'est une vraie maîtresse de maison. Et puis moi, je suis un peu le meneur, je suis l'homme qui prend les décisions. Et puis maintenant, bon, j'ai la chance d'avoir ma fille qui m'a rejoint avec son mari. Donc ça facilite aussi les choses pour l'avenir, parce que, ma foi, on n'est pas éternel, et puis on se dit qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'on construit dans l'avenir si c'est pour ne pas le transmettre, quoi. On remonte le fil, ça vous va? Allez. J'ai grandi dans un milieu rural où on avait encore beaucoup de racines. On était ancré dans des traditions. J'ai vécu en face d'une ferme, donc j'ai travaillé à la ferme. J'ai distribué les journaux à l'âge de 10 ans. J'allais cueillir les fruits. Je pêchais pour vendre ce que je pouvais. Voilà, j'ai vécu dans un milieu populaire et rural, et en même temps dans un milieu aisé du côté de ma grand-mère et de cette famille aisée. Mais j'ai bien vécu. Je me suis complètement épanoui dans ma jeunesse avec ce milieu. J'ai toujours aimé ce milieu très populaire, là où on travaille, où vraiment on construit quelque chose avec la main. J'aime ça. J'aime me dire cette vie, j'aime la construire par la main, Mais ça vous par la disiez culture. Enfant? Ouais. Enfant, vous le sentiez déjà, ça? Oui, je sentais déjà que c'était le métier que je voulais faire, d'ailleurs. Le premier métier que je voulais faire, c'était paysan. Enfin, quand je dis les premiers métiers, c'était paysan, boulanger. Voilà, je voulais rester dans ce monde. Je voulais rester proche du terroir et de la terre. C'est ce qui me plaisait, quoi, à vrai dire. Là, vous parlez des valeurs. Le décor, il ressemble à quoi, si on doit le décrire, de votre enfance? Village franc-comtois, territoire de Belfort, qui s'appelle Morvillard. Somme toute un village qui a pas beaucoup quelques châteaux. La famille Viellard a 5 ou 6 châteaux sur le village. Donc il y a une usine d'hameçons qui est connue dans le monde entier, qui est VMC, qui aujourd'hui depuis toujours distribue ses hameçons dans le monde entier. Donc c'était une grosse usine qui donnait du travail à tout le monde. Les mamans de mes copains avaient les hameçons à trier à la maison. Donc c'est de là que j'ai beaucoup pêché. J'ai beaucoup pêché dans ma carrière, dans ma vie. Et dès ma jeunesse, je pêchais à la mouche. Ah ouais. Et voilà, en quittant Morvillard, j'ai appris à toutes les pêches, quoi. J'ai appris à pêcher en étang, en rivière, en canal, et donc j'avais déjà cet amour de la pêche, de la chasse, puisque le milieu rural, de la nature, finalement. Le milieu rural, ouais. À vrai dire, les gens cueillaient ou cultivaient juste pour manger je parle d'il y a 40 ans en arrière, c'est pas beaucoup. Mais quelque part, c'est énorme. On avait une vie. Mais c'était un autre temps. Il s'est passé 2-3 trucs. Vraiment un autre temps. On vivait. Moi, j'ai vécu dans un monde rural plutôt bien. Plutôt même très bien. Et la table là-dedans, quelle place elle a, et qu'est-ce que vous en avez comme souvenir à ce moment-là? Parce qu'on sent que vous êtes beaucoup dehors, que vous regardez beaucoup ce qui vous entoure, que vous aimez le faire. À cette époque, comme à toutes les époques, il faut manger. On trouve quoi sur la table chez vous au quotidien? On trouvait plein de bonnes choses. On passait déjà à table. Peut-être que c'est ça qui aujourd'hui fait que j'aime tellement ce métier de cuisinier. C'est qu'on passait à table à des moments précis. Le petit déjeuner, le déjeuner, le dîner, tout ça a été très important, et on avait toujours un goûter, quelque chose qui se passait. Ma grand-mère faisait aussi, comme dans beaucoup de familles, ma grand-mère faisait aussi beaucoup de gâteaux, beaucoup de gouglops et tout ça. J'adorais manger la pâte crue et tout ça. Mais j'avais pas de... Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on se réunit? Ça veut dire qu'il y a des moments? Ça veut dire que c'est des rendez-vous? Qu'est-ce que vous entendez par ce passer à table, qui est très beau en fait finalement? C'est la vie d'une famille. Aujourd'hui, moi, je ne conçois pas de ne pas passer à table quand mes enfants ou mes amis sont là. Pour moi, c'est juste impossible. Si vous connaissez les gens qui m'entourent, ils vous le diront. Je ne conçois pas de ne pas passer à table. J'ai envie de manger, j'ai envie de m'asseoir pour manger matin, midi et soir. Mais j'ai pas
j'ai pas de passion particulière pour la cuisine. C'est que peut-être dit-il avec un col bleu blanc rouge. C'est vrai, c'est la vérité. Je vais vous expliquer le pourquoi. Et vous verrez, c'est assez incroyable. J'ai pas du tout de passion. Je veux pas faire cuisinier au départ. J'ai fait cuisinier parce que je suis quelque part en échec scolaire. Je suis hors ce milieu. Je m'identifie pas. Aller au collège tous les jours. J'y allais jamais. Ma maman partant au travail le matin très tôt, on était un peu livrés à nous-mêmes. L'école buissonnière, c'était une fois sur deux, j'y allais pas quoi. Donc et puis j'allais travailler, j'allais distribuer les journaux, je prenais mon vélo, ma mobilette. Mais de vous-même, vous faisiez ça? Ah ouais, ma première mobilette à 14 ans, c'est moi qui me la suis payée, 103 Sport SP, 4300 francs. 4300 francs, c'était un salaire complet à l'époque. Ah, c'est énorme. Et j'ai 14 ans. Mais vous vous dites quoi à ce moment-là? Vous vous dites, en fait, moi, je rentrerai jamais dans cette histoire, l'école, le truc, ok, non, je vais travailler, je vais faire. Vous, très vite, en fait, vous comprenez que votre voie, elle va se faire ainsi, en fait. J'ai compris que par le travail, j'ai compris que par le travail ou en étant un peu malin, travailleur, vous pouviez gagner assez facilement votre vie. Et parce que commencer à gagner de l'argent, puis bon, à l'époque, c'était que de l'espèce, hein. Je distribuais aussi le pain tous les jours. J'allais, je sais pas si vous avez vu, derrière, j'ai un tube. Ça, pour moi, c'est ma jeunesse. Un tube derrière, vous savez, les Citroën. Ah oui, oui. Les tubes Citroën. Ah oui, d'accord. Où on ouvrait la porte coulissante, vous aviez le panier de pain, on restait accroché à la prise, à la poignée, et puis, klaxonnait à l'entrée et puis on distribuait le pain comme ça. Donc ça, je le faisais aussi tous les jours. C'était un truc familial, ça? Votre frère, il était comme vous? Pas du tout. Ah, pas du tout. C'est vraiment vous. Donc ça vous caractérise, quoi. Il y a une histoire que je raconte depuis que je suis marié et que j'ai des enfants, c'est que ma maman, mon frère n'ont pas participé à cette vie que moi je menais à côté, c'est-à-dire la nature, la pêche, la chasse. Enfin, j'étais toujours dehors chez les paysans. C'était votre truc. Le truc, c'était mon truc. Eux, beaucoup moins. Et quand j'ai commencé à créer ma famille, j'ai dit, je vais faire pareil avec mes enfants, ils vont me suivre, je vais les emmener en forêt, machin et tout ça. Rien réussi. Pas du tout, ma femme n'aime pas du tout aller dehors, la promenade en nature, pas du tout. Puis alors, zéro de mes deux filles aime marcher, elles n'aiment pas marcher, elles n'aiment pas... Je suis tout seul, je vais... Quand il a fallu choisir une voie, parce que là on se décrit l'âge de l'enfance, l'adolescence, et vous nous parlez de cette empreinte et de cette envie, vous, finalement, de trouver rapidement une indépendance et de comprendre qu'il va falloir trouver une voie qui va vous permettre, en faisant, peut-être d'avoir cette autonomie, de gagner un peu d'argent et tout. Vous allez commencer par faire quoi? Comment arrive la cuisine? Est-ce que c'est finalement rapidement que ça arrive à l'adolescence? À vrai dire, depuis tout jeune, je suis convaincu que j'étais convaincu au fond de moi que j'arriverais à faire quelque chose de mes 10 doigts, parce que je savais que il y avait plein de possibilités. Et c'est quand même, on était dans un monde, quand on avait de l'ambition et un petit peu de jugeote, on réussissait facilement. Ouais. Le travail avait payé. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus complexe. Il faut d'abord une formation, il faut passer par plein d'étapes. C'est beaucoup plus compliqué aujourd'hui, à mon sens, de réussir une carrière comme j'ai réussi à mener. Enfin, en tous les cas, une carrière ou une vie comme ça, bien remplie. Aujourd'hui, plus difficile qu'il y a 40 ans. En tout cas, on nous fait croire qu'il faut passer par plein d'étapes aujourd'hui. Ce qui est peut-être pas vrai. Ce qui est peut-être pas vrai, parce qu'il y a des formations pour tout. Si on veut être, je sais pas quoi, il y a des formations pour tout, des écoles pour tout. Mais est-ce qu'elles sont complètes? Ouais. Est-ce qu'elles sont suffisantes? Si on faisait comme vous, peut-être que ça marcherait encore, je sais pas. On laisse moins de chance aujourd'hui aux gens qui n'ont pas un cursus. Et donc voilà, je sais que je vais, je me pose même pas la question, à vrai dire. Mais après, je sais aussi qu'il faut que je travaille, enfin qu'arrive l'adolescence, et puis à l'adolescence, je sais qu'il faut l'apprentissage n'était pas valorisé, ça c'est bien dommage. Aujourd'hui, commence à l'être dans la cuisine ou dans certains métiers de bouche, mais c'est pas suffisamment valorisé. Aujourd'hui, on devrait pouvoir emmener des gens de tout bas jusqu'au niveau ingénieur, ou voire même plus, en apprentissage. On devrait passer toutes ces étapes, on devrait comprendre, notre société devrait comprendre que
c'est comme ça qu'il faut former les gens toute une vie. Moi aujourd'hui, je suis président de jury de beaucoup de concours. Je participe beaucoup à la formation, je m'implique et tout ça. On a une grosse différence entre quelqu'un qui est dans un CFA, c'est-à-dire un apprenti qui est en entreprise et qui passe un concours et tout ça, qu'un jeune qui est à l'école. Ce jeune qui est à l'école a, je sais pas, 3, 4, 5 fois moins de pratique qu'un jeune qui est en apprentissage. Et donc, on peut comprendre qu'il mettra plus longtemps. Par la suite, il rattrapera son retard, naturellement. Mais au départ, c'est flagrant, quoi. Et l'apprentissage devrait être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus valorisé. Il l'est. Il y a eu beaucoup d'efforts de fait, quand même. Oui, oui. Mais bon, il y a du chemin à faire là-dessus. C'est sûr que c'est important. Et vous allez l'emprunter, cette voie. Vous vous dites donc... je suis obligé. Ouais. À un moment ou à un autre, je suis obligé de Mais prendre... vous auriez pu prendre plusieurs voies différentes. Comment celle-ci a été choisie, du coup? Parce que, J'aurais pu prendre une voie manuelle. Il fallait que j'avais envie de créer quelque chose de mes mains et il fallait que ce soit manuel. Je pense que l'intelligence de la main, elle est aussi très importante. Et ça, je suis convaincu de ça, que quelqu'un qui est doué de ses 10 doigts, qui a quelque chose, vous le voyez tout de suite. Quand quelqu'un a ses mains plus intelligentes qu'une autre paire de mains, c'est flagrant. Vous le voyez dans n'importe quel concours, paf, vous avez capté. Ça, vous le dites à cet âge-là? Vous dites que par la main, on peut arriver à quelque chose et à traduire quelque chose, ou c'est une intuition, ou vous le dites aujourd'hui rétrospectivement? Je sais au fond de moi que je suis quelqu'un de rigoureux. Avec beaucoup de patience, et je sais que quand j'ai décidé de faire quelque chose, je vais jusqu'au bout. Je ne lâche pas. Je suis quelqu'un quelque part d'ambitieux et puis très patient pour y arriver. J'essaye de comprendre et voilà. Et donc je sais qu'avec ça j'ai compris que j'arriverai à quelque chose. Et ce métier de cuisinier, on m'a proposé simplement une place dans une bonne maison, dans une maison qui avait 2 étoiles à l'époque, qui s'appelait l'Hostellerie du Château Servin à Belfort. Et le chef s'appelle, il est toujours vivant, il s'appelle Dominique Maty. Et ce monsieur, par la rigueur et la rudesse, c'était des apprentissages. Attention, c'était pas, on rigolait pas, quoi. C'était des apprentissages costauds. Où il y avait énormément de travail, beaucoup de présence, peu de congés. On était encore dans des périodes où les punitions c'était des jours de travail. Vous voyez, les gardes étaient par des jours de travail. Ça pique un peu quand vous rentrez dans un milieu comme ça. Mais Dominique Maty m'a, par sa rudesse, je l'ai toujours dit, il a été dur avec moi, mais il m'a transmis sa passion, son envie d'être meilleur ouvrier de France. Malheureusement, il n'a pas réussi, mais j'ai été avec lui sur des entraînements pour le MOF. Et depuis là, donc depuis 14 ans et demi, je me suis dit un jour je serai meilleur ouvrier de France. Mais alors attendez, c'est votre première expérience, parce que j'en entends des chefs qui me racontent leur histoire. Vous rentrez directement dans une maison 2 étoiles avec un chef avec cette exigence. C'est un démarrage qui est un petit peu tonique quand même. Et puis j'étais quelqu'un d'hyper autonome. Et là, je dois rentrer dans des codes très très durs, très stricts, où rien ne pouvait être fait sans que ce soit autorisé, sans que ce soit demandé. C'était dur. J'ai eu beaucoup de mal au départ. J'ai beaucoup pleuré. Les quelques fois où j'étais de congé, que ma mère me ramenait au boulot, c'était en larmes, machin. Je voulais plus y retourner. Et puis tout doucement, ben voilà, vous faites 1 mois, 2 mois, 3 mois, et au bout de 6 mois, vous commencez à maîtriser un peu plus. Vous savez, je le dis toujours ici, un apprenti qui a 2-3 ans de métier, qui est un peu costaud, qui est resté dans la même entreprise, ça en devient quasiment un ouvrier qualifié, parce qu'il comprend, il connaît la maison, il connaît les ficelles, donc voilà. Et puis c'est quand il quitte, qu'il va autre part, qu'il redevient junior. Et ça vous a fait tenir très vite, ça vous a permis de tenir, parce que quand vous décrivez la difficulté, les larmes, effectivement, on se parle d'un moment où on est jeune dans la vie. Et quand on est avec sa mère et dans le cocon et qu'on doit retourner dans un truc où on a un peu la boule au ventre et où c'est compliqué, il faut trouver le truc qui à un moment va nous faire dire ok, je reste, je tiens.
vous y arrivez. Ouais, parce qu'il y a aussi, et je le dis aux parents d'apprentis quand je les reçois, il y a aussi les parents qui sont derrière et qui doivent dire non, c'est difficile, mais tu dois continuer. Et on doit apprendre à la résilience. Pour moi, a beaucoup d'importance. Il faut se dire c'est compliqué. Il y a des moments c'est difficile, mais si vous arrêtez et que vous lâchez tous les 2 minutes parce que ça ne va pas, alors vous construisez rien. Et je suis peut-être quelqu'un qui aime construire aussi, quelqu'un qui aime assurer et tout ça. Donc j'ai tenu le coup assez facilement, je dois dire, au bout du compte, mis à part la masse de travail et la rudesse que ça pouvait être. À côté de ça, j'en ai fait, je l'ai mis de côté et j'ai continué, j'ai travaillé. Alors bien sûr, quand vous êtes ado comme ça, vous avez envie de mobilette, vous avez envie. Oui, c'est ça. Et tous les copains, eux, ils sont dans la mobilette et tout ça. Je vivais autrement et je vivais au-dessus de la cuisine. Ouais. Donc je vivais au-dessus de la cuisine. Il n'y a pas de vie là, il n'y a que de la cuisine. Rien du tout. À un âge où... Bon, sauvé un peu par les fenêtres. Et non, c'était, ça a été, je pense, un apprentissage qui m'a permis de construire la carrière que je fais aujourd'hui. Ah ouais. Ouais. Qu'est-ce qui va se passer au sortir de cette première expérience où là finalement elle va vous permettre de dire ok ben moi c'est vers là que je veux aller, c'est ce cap et finalement j'ai trouvé ma place et en tout cas la voie que je veux emprunter. Vous allez connaître quoi après cette première expérience? Vous savez, quand on est jeune, on se pose moins de questions, hein. On construit quelque chose, mais on sait que on a le temps aussi de voir si jamais on a un loupé ou un machin. Donc plutôt moi, il y a une économie qui vient dessus. Je me dis, tiens, si je fais une saison, on gagne un peu d'argent, je peux faire la fête en même temps. C'était géant. Ma première expérience à Royan, je quitte mon territoire de Belfort pour la première fois. Je prends le train pour arriver à Royan et je me retrouve dans un resto où il y a une discothèque à côté. Enfin, c'était un truc de dingue. Et donc, malgré tout ça, on sent l'enthousiasme encore quelques années après, il y a encore un peu d'enthousiasme. Mais c'est vrai, 86, c'était la période des lasers. Ça arrivait dans les discothèques. Aujourd'hui, c'est plus des lasers. Mais là, avant, il y avait que des gros spots qui faisaient boum boum comme ça. Et là, c'était des lasers, une piscine. Enfin, moi, j'ai pas dormi pendant 2 mois, quoi. Donc voilà, mais malgré tout, c'était une belle restauration, c'était une belle cuisine et puis je fais ma première saison. Mais au départ, j'ai construit, je vous dis, plus un petit peu dans l'idée de m'échapper un peu de ce milieu et puis d'aller un petit peu voir la découverte. Voilà, je me suis retrouvé en bord de mer, en Charente là-bas. C'était incroyable, c'était top. Et là, j'ai continué à aller dans les grandes tables et j'ai continué à organiser mon parcours. Là, j'avais fait le bord de mer, et puis après, j'ai voulu faire la montagne, et puis après, je suis allé à l'étranger pour aussi la langue. Mais quand vous le dites, on a l'impression que c'est assez fluide, parce que souvent, vous avez une idée, c'est assez clair, on a l'impression que le plan se déroule finalement pas mal, un peu selon les envies, les rencontres. Parce que ça se passe plutôt bien, quoi. Je veux dire, je suis quelqu'un qui m'adapte assez facilement et j'arrive dans une cuisine, je comprenais tout de suite, je prends vite les choses en main et je suis devenu assez rapidement, je deviens assez rapidement responsable, enfin pas responsable à prendre la maison en main, mais à chaque fois au niveau et à l'âge que je suis plutôt quelqu'un d'entreprenant, donc forcément fait que je me plais là où je suis, j'ai plutôt une façon de vivre où j'essaye de voir le côté positif que le contraire. Vous voyez, je cherche pas la complication. Donc ça, c'est ma vie en général. C'est ce que j'ai essayé d'apprendre aussi à mes enfants. C'est de te contenter de ce que tu as et puis de pas te plaindre, quoi, ou pas aller à la plainte constamment. C'est plutôt plus facile à vivre.